C'est la fin de l'année, les fêtes approchent et le monde part en couille. Je crois qu'on a toutes et tous bien besoin de respirer un peu. Alors, une fois n'est pas coutume, on va se faire une vidéo un peu feel good. On va s'autoriser à rêver. Aujourd'hui, on va parler d'utopie. Mais pour autant, on va quand même essayer de réfléchir ensemble, creuser un peu le fond du sujet pour voir si on peut en tirer des trucs utiles. Et au pire, on aura appris des trucs et passé un bon moment. Parce que la question du besoin d'imaginaire positif, d'avenir désirable, vous avez peut-être remarqué, elle est très dans l'air du temps. Elle est même partout. Nous-mêmes, on a déjà touché du doigt cette question, comme dans cette vidéo pour Luma sur le solarpunk. Sauf qu'aujourd'hui, on va vraiment aller à l'os, on va pas parler de futur ou de science-fiction, non, on va revenir aux bases. C'est quoi, au fond, une utopie? Pourquoi on en a tant besoin, et même, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Il se trouve que moi, j'en ai une d'utopie depuis que je suis tout petit. Un truc totalement enfantin, voire carrément niais, et qui, en fait, vous allez voir, l'est beaucoup moins qu'il en a l'air. Un truc que, je suis sûr, beaucoup d'entre vous connaissent, et dont vous gardez un souvenir baigné de nostalgie. Mais un truc qu'en fait, et ça j'en suis encore plus certain, vous êtes loin de vraiment connaître. Oui, d'accord, les moins jeunes, vous voyez les téléfilms d'Inotopia avec le gars de Prison Break. Vous voyez peut-être aussi la série télé ou le dessin animé avec la voix d'Alyssa Milano, ou même les différents jeux PC, GameCube ou Game Boy Advance, ou même les tonnes de romans, toutes ces petites pépites de pop culture des années 2000. Sauf que tout ça, et d'expérience ça, beaucoup moins de monde le sait, tout est parti de cette chose-là. Alors, me demandez pas comment cet exemplaire même que je tiens là entre mes mains s'est retrouvé sur ma table de chevet quand j'étais gamin, comment mes parents sont tombés sur ce truc et se sont dit qu'ils allaient me l'acheter. Toujours est-il que ça m'a, mais alors, cassé la tête. Pour vous dire, c'est au point où pendant des années, j'ai même pas voulu les regarder, les fameux téléfilms, parce que pour moi, Dinotopia, c'est ça, et pas autre chose. Et on va voir pourquoi, parce que ça a un lien profond avec le sujet. Petit, ça me fascinait. Je continuais à retourner régulièrement à Dinotopia, et puis j'ai grandi, et chaque fois que je le rouvrais, il y avait autre chose. Chaque fois, je le redécouvrais avec un nouveau regard, et chaque fois, je me disais, mais mince, c'est intéressant. Et plus j'y revenais encore à ce pays imaginaire, et mince, c'était toujours intéressant pour d'autres raisons. Jusqu'à ce que je finisse par le montrer à un pote en lui disant, on est d'accord, c'est intéressant. Et il a trouvé qu'en effet. Alors on s'est dit qu'il fallait qu'on écrive ensemble cette vidéo, parce que lui, en plus de tenir la chaîne L'Homme Littéraire, son domaine d'expertise universitaire, ce sont les anticipations des villes de l'avenir et ses illustrations au XIXe siècle, notamment dans les romans socialistes et utopiques. Alors laissez-vous emporter par ce qu'on va vous raconter et les choses incroyables que vous allez découvrir avec les fantômes des utopies passées, présentes et futures. Enfin, après ce petit message de notre partenaire, parce que faut pas déconner. Besoin de vous changer les idées après une année difficile? Que diriez-vous de passer les fêtes à vous détendre dans la chambre d'un hôtel pittoresque au cœur des bois, près d'un charmant hameau montagnard? Eh ben ça tombe mal parce qu'on reste fidèle à notre partenaire Métal Hurlant. Le magazine culte fondé par Möbius, Druillet et Dionnet, depuis les années 70, il est pas là pour vous détendre, mais pour vous donner du frisson et des imaginaires bien énervés, et c'est pas maintenant que ça va changer. Le dernier numéro, intitulé L'Hôtel de la Dernière Nuit, explore cet univers liminal de couloirs flippants, d'étages perdus et de chambres abritant les terribles secrets des voyageurs de passage qui s'y sont succédés. Tout ça à travers des histoires signées Erwan Surcouf, Anne Mas, Miguel Villa ou Miran Kim dans un numéro de près de 300 pages à 19,95€ la nuit, agrémenté d'articles et d'interviews comme, excusez du peu, de Naoki Urasawa, créateur de Monster et 20th Century Boys, et John McTiernan, oui, le John McTiernan. Métal Hurlant, c'est en kiosque et en librairie si vous voulez braver le froid hivernal, mais si vous préférez attendre ce trimestriel sur votre paillasson, vous pouvez vous abonner en ligne via le lien en description pour jusqu'à 20% de moins et pour soutenir cette chaîne, ce qui en plus ferait un formidable cadeau de Noël, vous trouvez pas? Je sais, c'est presque trop beau pour être vrai, et à ce sujet, revenons à nos utopies. Donc, qu'est-ce que c'est que ce vieux bouquin déglingué duquel tout ce délire d'Inotopia est parti? Eh bien, c'est le carnet illustré d'un scientifique de la fin du 19e, Arthur Denison, qui prétend s'être échoué sur une île avec son fils Will à la suite du naufrage d'un navire, le Venturer, le 10 novembre 1862.
Une île n'apparaissant non seulement sur aucune carte de l'époque, mais qui, en plus, renfermerait des choses, on va dire, pour le moins étonnantes. Denison prétend, accrochez-vous bien, qu'en plus d'avoir été amené sur le rivage par des dauphins, dans cet endroit isolé du reste du monde par un genre de triangle des Bermudes, ont survécu des dinosaures. Tout plein de dinosaures. Bizarre. Et attendez, pas juste des grosses bêtes qu'on croyait disparues, non, des dinosaures qui auraient évolué au point de pouvoir communiquer, même écrire, bâtir, organiser une véritable civilisation. Et qui plus est, à force que des humains s'échouent là génération après génération, l'île abriterait une véritable société composée de différentes espèces sauriennes et d'humains originaires du monde entier, vivant dans une certaine harmonie, une solidarité et une égalité entre les individus et fonctionnant à merveille sur des principes assez inspirants, il faut le dire, bref, une utopie, Dinotopia. Denison, en bon aventurier scientifique du 19e, il a tout documenté dans ses petits carnets avec tout un tas de notes mais aussi de croquis et même de véritables illustrations. J'aurais tenté de dire que c'est un fake. C'est évidemment n'importe quoi, et c'est fait exprès, puisque, bien que le bouquin se présente effectivement comme le journal d'Arthur Denison, retrouvé par hasard, des décennies après dans un rayonnage de bibliothèque, Dinotopia est en fait un livre d'illustration jeunesse, publié par James Gurney en 1992, soit un an avant Jurassic Park, et qui s'est quand même vendu à 2 millions d'exemplaires, ce qui a engendré tout le reste de ce pataquès. C'est donc, comme on l'avait expliqué ici, un genre de found footage littéraire, un documentaire, ce qui en fait s'inscrit dans une longue tradition. Le motif du manuscrit trouvé et les voyages utopiques ou fantaisistes, c'est une longue histoire d'amour. Des contes philosophiques comme Zadig de Voltaire par exemple, qui raconte un voyage fabuleux en Orient à partir d'un manuscrit trouvé. Et des romans utopiques même, certains assez connus comme Voyage en Icarie d'Étienne Cabet au 19e, véritable référence du socialisme utopique français, et qui se présente comme la retranscription du voyage fait par Lord William Carysdale sur une île utopique dont on va reparler. D'autres moins connus et plus perchés, comme le roman Le Peuple du Pôle, inspiré d'H.G. Wells et écrit par le romancier Charles de Rennes en 1907, qui retranscrit le récit retrouvé dans un bidon d'essence d'un gars qui découvre au pôle Nord toute une population en apparence utopique de reptiles à forme humaine, vivant sous terre dans une forme de collectivisme. L'idée de ces faux documents, c'est qu'ils permettent de donner vie et corps à des mondes imaginaires et même utopiques par de prétendus témoignages directs. Ce sont aussi souvent des lettres échangées ou retrouvées, comme dans les Lettres persanes de Montesquieu, ou dans un roman un peu paumé, La Cité future de Paul Adam, en 1898, qui raconte la découverte de villes imaginaires utopiques et lointaines dans l'océan Indien, sous la forme de lettres une fois de plus. Du coup, ce délire 19e vintage de Dinotopia, qu'on retrouve moins dans les adaptations, il est fondamental à la base, puisqu'il renvoie à tout ce contexte où la question de l'imaginaire de société utopique égalitaire était centrale. Donc, pour répondre à cette question actuelle des imaginaires désirables, on peut aller voir les gens qui se la sont déjà posés. Mais d'abord, c'est qui ce fiefé filou de James Gurney ? Eh ben, c'est ce petit père dont on dirait qu'il revient de chasser le faisan dans le domaine forestier autour de son cottage. Hi, my name is James Gurney and welcome to my studio. Mais qui est en fait californien. C'est aussi et surtout un peintre et un illustrateur avec un style bien particulier qui avait commencé par des carnets de dessin inspirés de ses aventures en train à travers le pays. Gurney, c'est un pur produit de la culture américaine, en ayant suivi une formation en art et en design en Californie, qui n'est pas loin des imaginaires de la Silicon Valley, d'Hollywood, des parcs d'attractions et des musées préhistoriques, alors en vogue dans les années 80. Vous voyez déjà le... Il a aussi réalisé d'autres travaux plus SF ou fantasy, comme des couvertures pour des dizaines et des dizaines de bouquins, cette affiche pour les Utopiales, et même les fonds peints pour Fire and Ice de Ralph Bakshi, sur lequel il bossait avec le légendaire Frank Frazetta. De manière générale, il était proche de toute la sphère de dessinateurs SF et fantasy à la mode dans ces années-là, qui ont donné ces couvertures de comics et de romans populaires à l'esthétique iconique que Gurney a produit lui-même par dizaines, même s'il va surtout rester célèbre pour, Dinotopia, qui n'est pas n'importe quel projet. Le point de départ de tout ce bordel, c'est un tableau. Juste un tableau. Celui-ci. Une ville imaginaire nommée Cascadeville, une ville à l'apparence italienne et posée sur les chutes du Niagara. À ce moment-là, Gurney sortait de travaux pour National Geographic pour qui il assurait des reconstitutions de civilisations disparues, vu qu'il avait également une formation en anthropologie. Il en réalise plusieurs autres, des tableaux comme ça, jusqu'à ce qu'un couple d'amis tombe dessus et lui dise « Mais mec, fais-en un univers !»
Et ce couple, il se trouve que c'est pas n'importe quel couple, puisqu'il s'agit des Ballantine. Ça vous dit peut-être rien, mais Betty et Ian, à ce moment-là, c'est les darons de la SF et de la fantasy aux USA avec Ballantine Books. Ils éditent Arthur C. Clarke, Lovecraft, et c'est eux qui ont importé en 65 un petit truc un peu niche, Le Seigneur des Anneaux, qui circulait jusque-là de façon pirate. Leur truc surtout au Ballantine, c'est de produire des formats poche pas chers avec ces visuels devenus iconiques pour les prolos. Que pensez-vous du livre de poche? Beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que ça fait lire un tas de gens qui n'avaient pas besoin de lire finalement. Et c'est grâce à ça que ces imaginaires sont devenus une véritable culture populaire au sens strict. Et c'est dans cette démarche que Dinotopia s'inscrit, de la fantaisie sérieuse, grand public, dans des livres illustrés qui ont de la gueule et un prix raisonnable. Tenez, pour l'anecdote, le personnage de Nalab, c'est Ian Ballantine qui a posé pour servir de modèle. Nalab, Ballantine. Et oui, posé parce que quand je disais que Gurney avait un style bien particulier, c'est que le bougre a développé des méthodes bien à lui, qu'il documente en long, en large et en travers sur un bon vieux blog et même une chaîne YouTube, figurez-vous. Oui, comment dire, on est sur un nerd, mais alors d'un niveau olympique. Pour Dinotopia, c'est majoritairement de la peinture à l'huile, même si Gurney est aussi un fan hardcore de l'aquarelle et de la gouache. Son truc à lui pour créer un monde et une utopie, c'est vraiment le collage et le recyclage, une sorte de melting pot de dessins, d'objets, de situations, de personnages, parfois sur un fond blanc sans qu'il y ait trop de liens en apparence. Le travail derrière chaque image, chaque architecture, chaque personnage est juste absurde. Il s'entoure de quantités de livres, d'images tirées de l'histoire de l'architecture et de l'art, et il les assemble, il les recopie. Pour chaque bâtiment, il y a des études préalables. Pour chaque personnage, il fait poser ses amis et sa famille, des enfants, pour étudier les poses et les recopier. Il peint aussi beaucoup en extérieur, comme un bon daron artiste qui se respecte. Et Gurney, il adore aussi les maquettes. Regardez-moi ça, avec des petites figurines de dinosaures qui l'éclairent pour étudier les ombres et les éclairages. Après, on aime ou on n'aime pas, hein. Moi, perso, gamin, je voyais ça, j'étais là, waouh, pète sa mère. Mais toujours est-il que ce genre de visuel, c'est pas juste une histoire de goût. Ça a un sens extrêmement important dans ce qu'est fondamentalement Dinotopia, y compris dans la façon dont on imagine et on construit un récit utopique. Et ça, mine de rien, dans des adaptations audiovisuelles, c'est quasi impossible à retranscrire. Bon, voilà, au-delà du côté cheap de sortir ça presque 10 ans après Jurassic Park, ça ressort pas pareil, quoi. Bienvenue. Puis alors, le dessin animé là, pouah, j'en parle même pas, vraiment on dirait les énièmes suites direct ou vidéo de la Vallée des Merveilles, et ah, tiens, c'est Hallmark qui faisait des émissions religieuses à la base et qui fait blindé de films de Noël maintenant. Ceci dit, mention spéciale au jeu de 96 sur MS-DOS, hein, ils ont tout donné, matez-moi ça, ils ont tourné des plans avec des dinosaures en marionnettes, c'est incroyable. Même si, comme moi, vous êtes une bille en histoire de l'art, que vous le vouliez ou non, ça vous évoque des choses. Toutes sortes de choses, tout un ensemble de représentations et tout un tas d'imaginaires. Comme le concept d'utopie lui-même d'ailleurs, hein, et c'est étroitement lié. Je m'explique. Évidemment, si je vous montre un truc qui a cette gueule-là, qui propose une société sur une île perdue, où les humains vivent en harmonie avec les dinosaures, et s'appelle littéralement Dinotopia, vous vous dites « oui, ça doit être une utopie ». Mais en vrai, qu'est-ce qui fait de Dinotopia une utopie? Donc d'abord, au fond, c'est quoi une utopie? Ok, là, il y a des dinos et c'est nos amis, c'est trop bien, j'ai 8 ans, mais il n'y a pas que ça. Par exemple, c'est une île. Une grande île, hein, quand même, mais coupée du monde. Ça, c'est un des motifs les plus classiques de l'utopie, ce lieu isolé au fonctionnement autonome. Une île, ça permet d'observer une société à échelle réduite, bien délimitée, tout est là et tout apparaît dans une sorte d'harmonie et de stabilité, de régularité. Et c'est déjà le cas dans la référence incontournable, l'utopie de Thomas More en 1516. L'île, c'est aussi un lieu qui fascine, qu'on retrouve dans les cartes et les récits d'exploration du globe, parfois associés à un retour aux origines de l'homme et de la société, parfois à une idée de supériorité, soit morale, soit technique. Tout le monde connaît l'Atlantide par exemple. Mais en tant que métaphore, une utopie c'est pas obligé d'être une île à proprement parler, simplement un endroit à la marge, à l'extérieur, caché, sous terre, sous l'eau, au sommet d'une montagne ou dans les airs. C'est souvent aussi une ou des cités autonomes.
Et c'est d'ailleurs le cas dans Dinotopia, dont le world building se fait par collage de différentes cités-états. N'importe quoi en fait, où une communauté s'organise selon ses propres règles sur un territoire donné, ce qui fait d'ailleurs que l'imaginaire des utopies côtoie dès la fin du 19e les pensées anarchisantes ou plus largement anti-étatistes, dans cette idée que la nouvelle société sera construite à petite échelle sans autorité supérieure. Par exemple, Jean Grave, un important anarchiste de cette période, il s'amusait à écrire de petites utopies sur des îles, genre Terre Libre en 1908, qui en imagine une créée sur une île par d'anciens communards évadés du bagne de Nouvelle-Calédonie. Et d'ailleurs, figurez-vous que Louise Michel elle-même, qui y était dans ce fameux bagne, elle écrivait aussi de la SF et des récits pour la jeunesse, pour mettre en avant ses idées. D'où donc l'île de Dinotopia, qui reprend la forme de celle de North Sentinel dans l'océan Indien, où tu peux arriver que par un naufrage et une perte de conscience, comme si tu passais dans un autre monde. L'utopie, ça c'est connu, mais étymologiquement, c'est un lieu qui n'existe pas. Et donc, non pas un bon lieu, ça on dit utopie. Mais résultat, suffit de changer le préfixe pour faire différentes utopies, genre Zootopia ou Dinotopia, après avoir envisagé d'autres noms comme Panmundia, Sorotopia, Pantopia, ce qui en soi veut juste dire lieu des dinosaures, mais avec tout ce contexte, ça l'inscrit inconsciemment, direct, dans un pays d'utopie. L'utopie, c'est donc avant tout une expérience de pensée qui permet de proposer un modèle de société désirable, en théorie, comme dans la formule un peu de boomer attribuée à Desproges, j'irai vivre en théorie, parce qu'en théorie, tout est possible. Souvent, on fait en sorte d'éliminer un maximum de paramètres extérieurs, mais aussi historiques, afin d'imaginer la proposition la plus chimiquement pure, ce qui est au fond une logique expérimentale, comme un labo ou une boîte de pétri. Pétri, c'est un drôle de nom. Aussi contre-intuitif que ça puisse paraître, il y a toujours eu ce lien avec la démarche scientifique. Mais tout ça pour dire que on se pose pas tant la question de comment y arriver avec les conditions actuelles, héritières du passé, mais aussi de l'environnement contemporain, pour privilégier un horizon idéal. Là, l'important, c'est pas le voyage, c'est la destination. Surtout que vous voyez bien que la prémisse là est totalement coupée non seulement du monde, mais aussi de notre époque, et en fait de toute vraisemblance. Là, les dinosaures, c'est pas juste comme quand on retrouve un vieux sélacanthe tout pourri au fond de l'océan. Non, là, non seulement ils ont survécu, mais en plus, plein d'espèces séparées par des continents et des millions d'années, mais en plus, c'est même pas façon Le Monde Perdu de Conan Doyle, trope dont s'inspire sans doute Dinotopia par ailleurs, où c'est des grosses bêtes préhistoriques encore dans leur jus. C'est juste comme une grosse dinde. Non, là, on est censé accepter qu'après encore des dizaines de millions d'années d'évolution, morphologiquement, ils ont pas bougé, et par contre, ils ont développé globalement une sentience, un intellect et des traits culturels à peu près du même type que les humains. Alors que, voyez le paradoxe, ils sont représentés de manière très réaliste et même très pointue. Au point que ça a été taffé avec le paléontologue Michael Brett Surman, genre ils ont viré des dessins comme celui-là, parce qu'apparemment un diplodocus ça pouvait pas tourner son cou comme ça. Sauf que c'est précisément cet aspect, tout comme le coup du fameux faux document authentique, qui aide à crédibiliser un délire totalement farfelu. Dont on rappelle qu'au fond, c'est de la fantaisie à destination de la jeunesse, c'est beaucoup trop cool et surtout, c'est un peu le principe du récit utopique. Là, du coup, est-ce qu'on se dit, l'utopie c'est des fantasmes impossibles, c'est mignon, ça fait rêver, mais on n'aura jamais le communisme avec des dinosaures, ça sert à rien, fin de vidéo. Il s'agirait de grandir. Alors, un peu, on va la voir cette discussion, croyez-moi, mais quand même, non. Ça serait passer un peu à côté du principe utopique, qui n'en propose pas moins un modèle de société basé sur un certain nombre de principes que la fiction va sublimer et rendre justement désirables. Une utopie, c'est jamais un simple divertissement, c'est toujours la superposition d'un récit et d'un discours. Comme dit Étienne Cabet au 19e dans la préface de son voyage en Icarie, sous la forme d'un roman, c'est un véritable traité de morale, de philosophie, d'économie sociale et politique, fruit de longs travaux, d'immenses recherches et de constantes méditations. Ça, c'est hyper important parce que c'est là que se niche un vrai problème, un rapport conflictuel qu'ont les imaginaires utopiques et ce depuis le tout début. Parce qu'ils risquent d'être à la fois trop peu crédibles en tant que proposition politique ou philosophique, et trop didactiques ou moralisateurs en tant que fiction.
Ils sont condamnés à bouger le curseur sur ce spectre et Gurney, lui, clairement, il a mis les potards côté narration, ce qui s'inscrit pas mal dans une tradition anglo-saxonne, portée notamment par H.G. Wells, qui était pourtant lui-même un socialiste, de réchauffer l'imagination glacée de l'utopie, au contraire de propositions carrément plus austères. Et pour autant, il propose bel et bien un modèle de société, sinon ça serait juste pas un récit utopique. Du coup, lequel et comment ? On l'a dit, on est sur une île où il y a des dinosaures, même si elles se trouvent pas au large du Costa Rica, qui vivent de manière fonctionnelle avec des générations d'humains descendants de naufragés, donc nés dedans, ou fraîchement arrivés, comme nos protagonistes qui servent à découvrir le fonctionnement de ce monde. Et j'insiste sur ce point, ils font société, tous ensemble. J'espère que vous avez bien enregistré que ces dinosaures ne sont pas les animaux des humains. C'est des animaux au même titre que les humains, et de même des citoyens. C'est tous des gens, et pas seulement dans un sens antispéciste. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'autres types d'animaux sur l'île, mais par exemple, pour eux, les poissons, ça reste du poisson. Les dinosaures, ils sont ni sauvages, ni domestiqués. Ce qui, vous allez voir, pose un problème épineux quand on creuse, mais bref, c'est des citoyens fonctionnellement tout pareils. Des citoyens qui pèsent certes parfois plusieurs tonnes et peuvent avoir des cornes, mais néanmoins en capacité de se comprendre parfaitement, de participer à la vie de la cité, ils font des études, ils travaillent volontairement, ils comprennent à quoi ça sert, comme ils pigent ce qu'est un métier, mais aussi une gouvernance, un panneau de signalisation, une machine, le solfège ou un costume d'apparat. Voilà, j'arrête là, mais faut vraiment l'avoir en tête. Donc quand on dit qu'ils vivent en harmonie tous ensemble, c'est pas le jardin d'Éden, c'est un vrai fonctionnement social basé sur des principes d'organisation très concrets. Et comme c'est une utopie, un fonctionnement désirable, pas exactement parfait dans le sens où c'est un peu plus pragmatique et discutable que ça, mais assez idéal et inspirant. Concrètement, ce fonctionnement, c'est quoi ? Comme on l'a dit, c'est une société avec différentes régions et des villes relativement autonomes, des sortes de cités-états dans le genre de la Renaissance, qui ont leurs spécificités et leur fonctionnement propre. On a Cascadeville, c'est le centre d'apprentissage de Dinotopia, la ville universitaire dédiée à la connaissance et à l'éducation, avec des musées, des galeries, des salles de concert, dont l'édifice le plus important est la bibliothèque. Puktuk, c'est un immense marché qui ressemble beaucoup au Paris du 19e, avec une vie de cafés, des fontaines, et qui organise des Jeux Olympiques de la jeunesse, mais pas les Jeux Olympiques des dinos qui, eux, se tiennent à Cornucopia. C'est un peu comme JO d'hiver, JO d'été. Volcaneum, comme son nom l'indique, a été fondé par Valéry Giscard d'Estaing. Non, c'est qu'elle est sur un volcan, et c'est la grosse fabrique, la ville ouvrière, la Factory Town, qui produit tout. Sur votre droite, vous pouvez admirer Sauropolis, une ville construite par les dinosaures eux-mêmes, et c'est un genre d'agora façon Grèce ancienne, où on vient débattre des enjeux politiques et de philosophie dans des architectures classiques, avec des arches, des colonnades, du marbre et des monuments, qui donnent un côté cité idéal, façon Renaissance italienne, et où se tient un conseil des anciens. Treetown, c'est, vous voyez un peu le délire, hein, c'est une espèce d'énorme camp de jeunesse, presque scout. Canyon City, pareil, vous voyez, hein, avec les habitations troglodytes, et c'est aussi là où on s'entraîne avec les Skybacks, c'est trop cool. Bonaba, où vivent manifestement les elfes zadistes. Je passe vite fait sur Romsburg, qui est en ruine et qui sert de centre musical, et Poséidos, qui est tout un délire Atlantide. Surtout, on termine le tour par Chandara, une des plus grandes villes de Dinotopia, qui a son propre tome avec son palais impérial, parce qu'en fait, avant, chaque région, c'était des empires, et donc ils les appellent toujours comme ça. Là, c'est des canaux, des ceintures de jardin, un grand palais central, et qui croise plein d'influences, hein, de Bagdad avec sa construction en cercle, en passant par Bruges ou Venise, et il y a même un fort Vauban. Quand on vous parlait de pot pourri d'influence, tout ça est donc relativement décentralisé, mais quand même interconnecté avec des systèmes de gouvernance et d'organisation à l'échelle de l'île. Par exemple, il y a des infrastructures type routes, ponts, et une organisation qui a l'air planifiée des flux de ressources de région en région. Il y a aussi une espèce de grand conseil annuel où chaque région envoie un couple de représentants, toujours un humain et un dinosaure, ou un mammouth qui dépose des motions pour écraser les prix, parce que oui, il y a aussi des mammouths. Par contre, ce qu'il n'y a pas, c'est des flics, une armée et même de la monnaie. En fait, sur ces questions-là, globalement, il y a une idée que il y a eu, mais maintenant c'est bon, on a trouvé comment faire sans. Voilà, là vous la sentez bien l'utopie. Par exemple, à un moment de Denison, on lui montre de l'argent, mais c'est vraiment une antiquité, c'est pour la numismatique quoi. Il
Il n'y a pas d'armée parce qu'il y avait ces différents empires qui se faisaient la guerre, mais ils ont fini par trouver ce système de gouvernance qui fait que c'est plus la peine. Pas de police, en tout cas pas ce que nous on conçoit comme étant la police moderne depuis son invention, je le rappelle, relativement récente, vers le 19e siècle. Il y a d'autres trucs à la place, notamment ces fameux Skybacks, qui sont une vraie organisation presque d'élite, avec des duos humains reptiles volants qui assurent un genre de vigie plutôt. No guns. Not many. No, not really. Just, farmers. Well, how are police supposed to shoot anybody? Well, they try not to. Surtout, plus généralement, il y a l'idée que c'est un modèle de société où ce mode de police ferait pas vraiment sens. Alors, c'est utopique, on le rappelle, mais concrètement, les tensions sociales sont quasi entièrement neutralisées. En fait, il n'y a globalement aucun des rôles de contrôle social sur lesquels s'est construit le modèle moderne du maintien de l'ordre. S'il y a des individus potentiellement dangereux, il n'y a pas vraiment de classe dangereuse, parce qu'il n'y a pas de classe tout court, même si ça aussi, ça se discute. Il n'y a pas de population fliquée sur des critères sociaux ou raciaux, parce que, pour rappel, c'est aussi historiquement sur les besoins propres à l'exploitation en général, et particulièrement l'esclavage et à la domination coloniale, qu'on a construit notre façon de concevoir la police. Alors que là, il y a carrément différentes espèces, et que même les humains, c'est tous littéralement des réfugiés ou descendants de réfugiés. Mais justement, comme vous l'aurez compris, c'est une société extrêmement cosmopolite, et ça fait qu'ils ont juste tous les mêmes droits, et qu'il n'y a pas de suprématie d'un groupe sur l'autre, même si... pareil. Comme le dit Gurney, c'est un principe de self-correction qui gouverne l'utopie, c'est-à-dire un contrôle par soi-même principalement. Pour autant, c'est pas parfait, idéal et totalement bisounours, il y a des choses qui sont contestées et même quelques menaces. On nous montre un personnage marginal nommé Pat Musso qui est très clairement inspiré de l'image des terroristes anarchistes de la fin du 19e, comme Ravachol en France par exemple, qui prépare des explosifs parce que pour lui, c'est une prison dystopique. Mais aussi, par exemple, sur le même principe, il n'y a pas d'exploitation, le travail a l'air émancipé. Sauf qu'au bout d'un moment, les protagonistes y comprennent comment ça marche. C'est que quand tu te retrouves là, on t'invite à aller à un genre de centre où on te dit globalement, tu sais faire quoi, ça, ok, super, ton travail, ça sera ça. Et Dennison, sur le moment, il kiffe moyen, parce que vraiment, il voit ça comme une contrainte. Et en même temps, on comprend que c'est un peu ce qui permet que ça tourne comme ça. Sauf votre respect, Rosemary. Moi, je ne suis pas un dinotopien. Et je ne veux pas en devenir un, c'est clair? Avez-vous l'intention de déguster nos repas? Oui, je crois. Alors vous contribuerez à les faire. Il y a quand même un côté pragmatique qui est discuté. Je voulais faire de Dinotopia une utopie faillible, dans un état d'instabilité et d'autocorrection perpétuelle. Il y avait un risque qu'elle devienne trop sentimentale ou moralisatrice. L'idée d'utopie ne m'attirait que si des épreuves et des embûches venaient la tempérer. Tenez, Gurney, il a un peu esquivé un problème classique en mettant très peu de dinosaures qui soient des gros prédateurs vénères. Des mangeurs de viande? Des viandosaures? Ceci dit, il y a quand même des putains de T-Rex. Évidemment, qui irait lire un univers de dinosaures sans tyrannosaures? Et là, il imagine comment ça serait géré. Gurney, il dit clairement qu'il aime pas la représentation, genre c'est les rois de la nature, c'est les plus forts, façon Jurassic Park. Alors les T-Rex, ils sont pas méga dans l'ambiance générale, mais du coup, ils font leur vie dans leur coin. Personne vient leur chercher des noises, et réciproquement. Ils sont présentés comme méga territoriaux, et c'est clairement stipulé que eux, non, il y a complètement moyen qu'ils vous bouffent, ils en ont rien à branler. Et des fois, c'est chiant, des convois doivent passer sur leur territoire. Donc, ce que les autres font, c'est qu'ils prévoient des grosses caisses de poiscaille, ils désamorcent gentiment en mode on va juste là, faites pas gaffe à nous, ils paient le péage, et les T-Rex, ils sont pas plus cons que les autres, ils prennent, parce qu'ils savent bien qu'ils ont aucun intérêt à pousser le reste de l'île à venir leur péter la gueule s'ils jouent pas le jeu. Ils restent donc menaçants, mais aussi menacés à leur façon. Et avec cette méthode, ça a l'air de fonctionner pour tout le monde. Autre exemple que je trouve assez représentatif de ce fonctionnement, c'est ces dinos-là. Normalement, c'est des voleurs d'œufs. Avec leurs papates avant préhensibles, ils allaient piquer dans les nids des autres et hop, avec les papates arrière, resto basket. Sauf que là, dans cette société, ce qu'il imagine, c'est qu'avec ces mêmes particularités morphologiques, souvent c'est eux qui s'occupent des œufs dans des grandes crèches collectives. Et donc alors, et peut-être surtout, il n'y a pas de propriété lucrative et pas de marché. Et oui, je sais, j'ai dit, il y a une ville, c'est un immense marché, mais c'est un marché, il n'y a pas d'économie de marché, on vous dit, il n'y a pas d'argent.
Et ça, c'est aussi une grande tradition de l'utopie, parce qu'on a conscience depuis longtemps que c'est ce qui a servi le plus les hommes. Dans l'utopie de Thomas More, c'est déjà le cas, et puis, bien sûr, les socialistes utopiques y basaient souvent leurs imaginaires de futurs égalitaires sur une critique de la propriété privée et du capitalisme. Résultat, dans Dinotopia, on l'a dit, il n'y a pas d'exploitation par une classe qui posséderait les moyens de production. Mais même, du coup, tout ce qui est vol, atteinte à la propriété, pourquoi les gens feraient ça, en fait ? À part être le Joker. It's not about money. It's about sending a message. Après, c'est pas hyper clair parce que les représentations restent quand même pas mal genrées, mais il n'y a pas l'air d'avoir de domination masculine stricto sensu, et même il y a des rôles parfois assez matriarcaux. Et en fait, c'est là, quand on commence à se demander concrètement dans le détail comment ça marche, qu'on comprend un truc. C'est que cette utopie, c'est pas un programme politique quoi. C'est plus un ensemble de principes et une vibe générale dans le registre. Ce serait quand même pas mal de fonctionner comme ça, non ? Ce qui est totalement volontaire de la part de Gurney. Déjà parce que, on le répète, lui et ses éditeurs, ce qu'ils veulent faire, c'est une fantaisie utopique pour la jeunesse. Ensuite, parce que ça leur permet d'esquiver toutes ces contraintes pour, en quelque sorte, libérer, réchauffer, comme on disait, l'imaginaire utopique. Et aussi parce qu'au fond, il veut proposer un idéal qui fait d'autant plus rêver un maximum de gens qu'il est assez dépolitisé. Je suis toujours amusée de voir comment des gens avec tant de perspectives idéologiques différentes peuvent s'emparer de Dinotopia, de chrétiens fondamentalistes à des biologistes de l'évolution, de socialistes jusqu'à des capitalistes à l'ancienne. Alors, les capitalistes hardcore qui se retrouvent là-dedans alors qu'il n'y a pas de capitalisme, et les religieux alors qu'il n'y a pas de religion, bon, on peut se demander ce qu'ils y voient, mais en fait, si, ils peuvent y trouver plein de choses. Regardez, par exemple, il y a un texte fondateur dans Dinotopia qu'on va vous lire. La survie de tous ou de personne. Chaque goutte de pluie fait monter la mer. Les armes se retournent contre ceux qui s'en servent. Donne plus, prends moins. Les autres d'abord, soi-même en dernier. Observe, écoute et apprends. Fais une chose à la fois. Chante tous les jours. Fais preuve d'imagination. Mange pour vivre, ne vis pas pour manger. Alors, c'est superbe, hein, moi je surkiffe, et je peux m'y retrouver, mais on est sur de la poésie là. Tu fais pas une constitution avec ça. D'ailleurs, chose rigolote, la pierre sur laquelle sont gravés ces commandements, il y a une dernière phrase qui est pétée et du coup ils savent pas ce qu'elle disait. Voilà, symboliquement c'est joli, tout le monde peut y mettre ce qu'il veut, mais du coup en contrepartie, tout le monde peut y mettre ce qu'il veut. C'est la différence entre écrire une espèce de communisme utopique avec des dinosaures et écrire le Capital. Non, parce que vous savez quelle gueule ça a, le Capital ? Alors, c'est pas aussi inaccessible intellectuellement qu'on dirait, et comme disait Daniel Ben Saïd, tu peux le prendre comme un genre de polar. Mais quand même, ça parle beaucoup de manteaux et de maîtres de lin, avec 0 dinosaure. Ce qui nous amène à un point. Vous savez, pour beaucoup de gens, autant des gens qui trouvent ça sympathique que des gens qui s'y opposent farouchement, ces idéologies politiques sont justement perçues comme utopiques. Voilà, c'est ça qui les rend belles, ou alors dangereuses, ou même les deux à la fois, mais voilà, comme Dinotopia, ça fait rêver, même si c'est pas vraiment possible, voire souhaitable. Or, l'âge d'or des imaginaires fin 19e, début 20e, auquel renvoie Dinotopia, c'est pas du tout ça, et c'est même en partie contre elle que ces idéologies sont construites, surtout Marx et Engels, qui critiquaient, mais alors violemment, ce qu'ils appelaient le socialisme utopique. Vous faites semblant de ne pas comprendre, je suppose. Karl ne fait jamais semblant. Ce qui veut dire, c'est que votre formule est une image. Une belle image, mais comme on dit chez vous, une image qui se mord la queue. Le socialisme utopique, qu'est-ce que c'est ? Et est-ce que Dinotopia, avec sa société égalitaire du 19e sans monnaie, s'en est ? Et si, vous allez voir, c'est très instructif de se poser la question. On parle de tout un tas de philosophies, de théoriciens ou d'industriels même, allant de Charles Fourier en passant par Robert Owen, Saint-Simon ou Étienne Cabet, généralement des socialistes d'inspiration française, qui eux avaient tendance à croire au pouvoir de transformation de la société par l'utopie. Et dans la possibilité de la réaliser concrètement. Car ils en faisaient certes des fictions, mais parfois l'expérimentaient directement. Ça repose sur un certain rapport à l'idéal et aux idées, aux récits, capables de changer pour de vrai le monde réel, y compris par la littérature, la poésie, etc. Clairement, dans Dinotopia, on retrouve un paquet de thèmes qui font écho à ça. Un grand idéal d'harmonie, de solidarité et d'égalité, sans monnaie comme on l'a vu, où tout le monde a sa place, tout ça. Mais c'est plus précis que ça. Par exemple, ça reste fondé sur un rapport important au travail. Genre, vraiment, l'imagerie, elle est frappante. Ce qu'on nous montre, c'est toujours des moments de vie de la société où les gens vaquent à leurs activités, et tout particulièrement
le travail. Puis alors, un travail lui aussi idéalisé, iconisé, mythologisé presque. L'esthétique, c'est franchement bourse du travail punk. Et le socialisme utopique se basait vraiment là-dessus, sur une réorganisation collective d'un travail émancipé contre l'exploitation et l'aliénation capitaliste. Pour vous dire, Émile Zola, il a écrit un roman utopique et le titre c'est juste « Travail ». Et ça décrivait une ville utopique inspirée de Charles Fourier. Il y a un autre aspect, mais alors criant, c'est un grand idéal d'harmonie, de réconciliation des individus, non seulement entre eux, mais avec la grande nature. Pareil, Charles Fourier à fond, qui parlait d'harmonie du cosmos. Son grand truc, c'était les célèbres phalanstères, il y en a qui existent encore d'ailleurs, qui étaient pensés comme l'émanation, la matérialisation de l'harmonie de l'homme avec le monde entier. Et on pourrait aller sur des choses encore plus précises, comme l'écloserie, cette grande crèche-là, le premier contact qu'on a avec cette société dans le livre, avec l'idée très socialiste utopique que les enfants doivent être pris en charge par la collectivité. Et Fourier, toujours, on se rend pas compte, mais c'est un des pionniers de ça. Puis, plus généralement, les autres activités qu'on voit, c'est beaucoup des loisirs, des événements sportifs ou festifs, toujours dans un esprit très collectiviste au sens premier du terme. Là, vous vous dites peut-être « Ah, c'est quand même marrant venant d'un gros ricain », mais pas du tout. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est totalement lié avec l'identité états-unienne et l'esprit pionnier, c'est-à-dire des immigrés venus par la mer de 1000 horizons qui pensaient aller construire de zéro dans un nouveau monde. Et là, bon, il y en a qui voient déjà venir un petit pépin qu'il va bien falloir aborder tout à l'heure et qui va peut-être plus loin que vous pensez même. Si vous avez vu The Oldest View, ou plus particulièrement l'excellente vidéo de Feldup dessus, vous savez que ça renvoie à Julien Reverchon, un botaniste français qui a tenté au Texas une expérience de phalanstère inspirée de Fourier avec Victor Considérant sur des bases très progressistes avec par exemple le droit de vote des femmes. Il y a aussi Robert Owen, grand industriel britannique et figure du socialisme utopique qui, entre 1826 et 1829, fonde la communauté de New Harmony dans l'Indiana actuel, abolit la propriété individuelle et la monnaie, tout en imaginant des bâtiments modèles et collectifs. Étienne Cabet, encore lui, autre socialiste utopique français, qui est à l'origine de plusieurs communautés dites icariennes aux USA entre 1849 et 1863, dont une dans l'Illinois où plusieurs centaines de colons mettent en place des communautés égalitaires dans une forme de socialisme chrétien. Alors, vous noterez qu'on parle d'expériences qui ont concrètement jamais vraiment perduré, mais ça s'inscrit dans un esprit plus large, à l'origine des Mormons par exemple, et il a évolué jusque dans les communes hippies, surtout dans la Californie où est né Gurney, tout comme dans les délires libertariens de cités séparatistes idéales qui font sécession avec l'État. En fait, là, on est plus dans un esprit de monastère, en quelque sorte, qui produit des biens et les vend ensuite au reste du monde, un monde auquel il reste connecté, en s'installant souvent près des grands centres urbains, avec l'idée que ces modèles se répandraient petit à petit, jusqu'à changer la société tout entière. Plus une pensée d'archipel que d'île, quoi. Et un des grands modèles cités par Gurney, c'est le roman Les Horizons Perdus de James Hilton en 1933, qui décrit le monastère utopique de Shangri-La au Tibet, et dont les principes sont repris pour Dinotopia, qui a aussi droit à son monastère dans la montagne. Et le côté fourriériste, il s'arrête un peu là. On parlait de petites communautés autour d'un habitat collectif, genre ces fameux phalanstères ou familistères qui étaient décrits comme des sortes de Versailles avec une organisation de la vie sous forme de grandes ailes comprenant tous les besoins et les services. Alors qu'avec Gurney, on est plus proche d'un socialisme utopique avec un angle anglo-saxon qui valorise plutôt l'habitat individuel et le pavillon utopique solitaire et isolé dans un jardin, et une société de bien plus grande échelle. Autre différence, mais alors fondamentale, les socialistes utopiques, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils avaient tendance à décrire très précisément leur projet de société. Genre, Fourier, c'est il y a tant de gens dans un bâtiment dessiné comme ça, ils font ça de leur journée, de telle heure à telle heure. En fait, c'est souvent sacrément austère. Pour prendre un seul exemple, la Cité future, essai d'une utopie scientifique, le traité d'Ernest Tarbouriec en 1902. Le gars, député socialiste, proche de Jaurès, très lié à la naissance de la sociologie française. 500 pages, bien serrées, bien rangées, qui détaillent l'ensemble de l'organisation de la société de façon organisée et pédagogique, point par point,
thème par thème, en abordant l'ensemble des sujets sociaux et politiques. C'est vraiment un truc de bandeur de tableau Excel fan de Victoria 3, avec toutes les structures sociales et économiques des banques aux hôpitaux, en passant par l'organisation de l'industrie et de la production, et même jusqu'à la question des prix de main-d'œuvre et des biens. C'est juste imbitable, et même à l'époque, il lui disait « Mec, je sais pas, mais des dinosaures, fais quelque chose, quoi ». Gurney, avec Dinotopia, c'est pile ce qu'il cherche à tout prix à éviter. Déjà parce que, comme on l'a dit, c'est très dépolitisé, ça doit être de la fantaisie, accessible au grand public et particulièrement aux jeunes. L'imaginaire, avant tout. Du coup, si on revient à la question de qu'est-ce qui fait d'une utopie une utopie, on se rend compte qu'au-delà du fonctionnement de la société fantastique, là, dont on a surtout des principes et une vibe générale, ce qui fait de Dinotopia une utopie, c'est que ça a l'air d'une utopie. Et ça a l'air d'une utopie parce que ça renvoie à des héritages artistiques, une imagerie, des références culturelles qui sont associées à l'utopie dans l'inconscient collectif. Je vais prendre un exemple avec une tradition rattachée au socialisme utopique, très influente dans l'époque à laquelle ça renvoie, le saint-simonisme. Pour résumer, mais alors très simplement, comme le port-salut, c'est un courant de pensée qui se revendique du philosophe et économiste Saint-Simon et qui affecte tous les milieux politiques tout au long du 19e, mais aussi tout le monde industriel et scientifique de plein de bords politiques. En gros, c'est des théories très positivistes qui font l'éloge du progrès par l'industrie, l'esprit d'entreprise, la nécessité pour les industriels de créer l'égalité et l'amélioration de la vie par la science. C'est une des grandes philosophies de la révolution industrielle qui place l'ouvrier, la technique et le travailleur au cœur du progrès politique et économique et qui se caractérise par des rêves de solidarité à l'échelle du monde. Le saint-simonisme, c'est aussi un important imaginaire des transports et des réseaux, le chemin de fer, les canaux, même plus tard des énergies ou des techniques comme l'électricité ou le téléphone. C'est une grande philosophie de la mise en réseau de l'humanité, source d'égalité et de paix sociale possible, très optimiste, comme on est bien placé pour l'observer aujourd'hui. Bon, et dans Dinotopia, il y a plein de choses qui évoquent ce saint-simonisme. Déjà, c'est un monde qui valorise beaucoup la technique et l'ingénierie. Gurney le dit lui-même, ça le fascine. On l'a dit, c'est un gros nerd d'une famille d'ingénieurs dans la mécanique jusqu'à son arrière-grand-père. D'où des aspects d'inspiration très saint-simonienne, c'est-à-dire améliorant la communication, le transport, les déplacements, les skybacks qui rappellent beaucoup les aéroplanes, et plus largement un imaginaire technique des transports urbains bien organisés. Imaginaire de la ville avec des grandes artères, des grands boulevards où l'air circule, l'espace est assaini, mis en valeur dans ce qu'on appelle l'hygiénisme. Même certains détails très précis dans l'architecture, comme cette statue représentant des femmes portant un globe avec les 4 parties du monde, qui est en fait de Jean-Baptiste Carpeaux et visible à Paris, emblématique de l'apologie de la mise en communication du monde par la technique. Tout ça, ça garde un souvenir de socialisme utopique et en même temps, ça a aussi inspiré des projets capitalistes libéraux. Tenez, aussi, il se base à mort sur l'imaginaire des expositions universelles du 19e et plus précisément sur celle de Chicago, la World's Columbian Exposition de 1893, même inspiration que la cité de Columbia dans BioShock Infinite. Et là, le globe à Cascadeville, c'est celui de l'Expo universelle de Paris en 1900. Et ça colle avec cet imaginaire d'objets techniques, de sport, de promenade, les vues à vol d'oiseau, et cet effet de parc d'attractions très associé à l'imaginaire des expositions. Lui-même totalement lié à cet esprit positiviste industriel saint-simonien. Prosper Enfantin, par exemple, l'un des chefs de file du saint-simonisme, qui imagine plein de projets utopiques, de réseaux, de chemins de fer, de canaux, on le retrouve dans l'organisation de l'Expo de Londres en 1851 ou celle de Paris en 1867. On sent la trace de tout ça chez Gurney, et c'est pour ça qu'on sent aussi en le lisant qu'il y a derrière tout cet univers du socialisme utopique et du travail, mais il reste beaucoup en surface en mélangeant plein d'idées et de références différentes. Parce que c'est pas pour autant que ça inscrit l'univers dans cette philosophie, voire pas du tout. Ne serait-ce que parce que ça a beau reprendre des esthétiques à la Jules Verne, c'est pas du tout industriel, et presque même en opposition. Pour une raison toute con, encore une fois, les dinosaures. C'est eux qui permettent en quelque sorte de rester à la traction animale sans passer par la vapeur, le charbon et globalement la révolution industrielle. L'imagerie de Gurney va beaucoup plus piocher dans quelque chose d'artisanal.
Il n'y a même pas d'agriculture au sens moderne agro-industriel. Il n'y a pas de bétail, d'abattoir, ils mangent globalement pas de viande, hein. Les dinosaures ont l'air de se nourrir comme ils le feraient dans la nature, et un peu tout le monde en fait a l'air d'être sur un fonctionnement vivrier, de potager, etc. Il y a même un tome qui est consacré à l'exploration des ruines d'un genre de civilisation précédente, où là, alors, n'importe quoi, il y a des dinosaures machines-robots, des aéronefs, des villes limite façon métropolis. Vous avez compris, c'est le mythe de l'Atlantide, y compris avec l'idée que leur puissance technique et leur opulence ont fini par causer leur perte. C'est présenté comme un précédent dystopique qui s'est effondré pour donner naissance à l'utopie. Et là, on va taper dans un tout autre héritage artistique, mais alors omniprésent, c'est les peintres pré-raphaélites. Oui, on va faire de l'histoire de l'art aujourd'hui. Mais vous allez voir, c'est hyper intéressant, ça donne plein de clés sur ces questions, promis. Et puis, on va rester niveau débutant, je vous rassure, parce que moi aussi, je suis une brêle à la base. D'autant qu'attention, là, c'est un peu piégeux cette histoire, vu que pré-raphaélisme, comme son nom l'indique, ça renvoie bien aux peintures d'avant Raphaël. Pas le chanteur, mais l'artiste italien du 15e, 16e siècle, pas arrondissement, sauf qu'en fait, ça désigne un courant artistique anglais de la deuxième moitié du 19e, la période de référence de Dinotopia, qui prennent pour modèle ces peintres italiens d'avant Raphaël. Bon, là, si vous arrêtez de faire la vaisselle 2 secondes pour voir le montage, encore une fois, réalisé par Le Coin du Bis, vous voyez les visuels et en quoi Dinotopia puise très lourdement là-dedans. Pourquoi c'est important ? Globalement, toute l'esthétique visuelle de Dinotopia, ça recycle la peinture pré-raphaélite et victorienne de façon assez précise. Des peintres qui sont parfois d'ailleurs les mêmes que ceux à l'origine de l'univers visuel de Tolkien. On retrouve par exemple la trace directe de Laurence Alma Tadema et le goût pour certaines parades grecques, comme la parade du printemps des dinosaures, qui est une reprise du tableau Le Printemps, à tel point que le groupe de jeunes filles là est quasiment reproduit à l'identique. Pour vous dire, quand il expose ces tableaux de Dinotopia, il reprend des Edicula Frames, les cadres dorés typiques de ce courant. Et plus largement, on a tout l'héritage de la peinture du 19e et notamment du romantisme dont on perçoit l'héritage chez Gurney, autant pour les paysages que les portraits, les scènes de vie, tout. Ce qui donne ce côté un peu kitschou, quoi, on va pas se mentir, et d'autres problèmes aussi. Parce que ce courant dont Gurney prend avant tout l'esthétique, il est lui aussi le produit d'un contexte et il porte en lui un sens culturel mais aussi social et politique qui se retrouve injecté dans l'utopie de Dinotopia. Tenez, qui sait-il pas qui était un des fondateurs de ce courant ? Oh là là, qui revoilà ? William Morris. Et d'ailleurs, elle là, c'est Jane Morris, avec qui il était marié et qui était un peu la muse emblématique des pré-raphaélites. Je dis revoilà parce qu'il revient un peu régulièrement ce petit filou, genre dans cette vidéo ou dans celle-ci dans nos chroniques pour l'humain. Surtout, vous avez toujours la meilleure vidéo dessus, celle d'Architecton, si vous voulez comprendre ce délire. Nous, on va juste s'y attarder 2 secondes. Morris, c'est un des fondateurs de l'Arts and Crafts et de toute une esthétique qui renvoyait au Moyen-Âge, au point qu'il est considéré par Tolkien lui-même comme le précurseur de la fantasy. Mais alors, pas du tout dans un délire nostalgique, chelou, réac, pépé croisé fleur de lys, non, le gars, authentique socialiste, et puis bien comme il faut, il militait avec Eleanor Marx. Donc pour lui, le truc anti-industriel, c'est une forme d'anticapitalisme, et l'inspiration artisanale, c'est pour retrouver une forme de travail pas aliéné, dont l'ouvrier est maître et qui abolit la frontière avec l'art, d'où Arts and Crafts. Et c'est aussi des principes qu'il a mis en place pour de vrai dans des ateliers et tout. Cet univers du pré-raphaélisme, il contribue beaucoup à donner cette coloration utopique à l'univers de Dinotopia, dans un mélange d'imaginaire rural et technique à la fois. Ça se joue parfois sur des détails, comme l'abondance de végétation typique de ce courant, une végétation souvent symbolique qui suggère un monde idéal, un peu une sorte d'Éden où les gens batifolent librement. Mais univers qui a aussi, comme on le touche du doigt depuis le début et que vous ressentez peut-être, des côtés un peu plus gênants que ce bon vieux Maurice. C'est que tout ça, c'est un gros pot pourri d'imaginaires contradictoires, même s'ils renvoient tous de façon différente à l'utopie, et auquel ils donnent une cohérence pour créer le sien. D'accord, mais ce qu'il faut retenir, c'est que chacune de ces références sort pas de nulle part, n'existe pas dans une bulle, elles charrient une histoire, des symboles, des connotations, d'autant qu'ils viennent tous d'un passé assez lointain, et ça aussi, ça a ses limites. Même si, au final, c'est tellement mélangé que ça crée un nouvel imaginaire, le ragoût final contient quand même tous ces ingrédients, et c'est pas anodin.
Ça, faut le garder en tête si on veut vraiment réfléchir sérieusement à cette histoire de produire à nouveau des imaginaires désirables, comme à ces époques où ça avait l'air d'être plus en vogue, tant dans les sphères artistiques que politiques. Qu'ils soient désirables, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'ils rendent désirables ? Un imaginaire se construit jamais à partir de rien, et jamais juste sur un programme politique ou un modèle de société. Il se construit sur tout un continuum culturel qui n'est jamais neutre. Ce qui est un avantage, en lui donnant toute sa puissance évocatrice, et en même temps, une limite. Déjà parce que pour en produire de nouveaux, il faut arriver à se les réapproprier et à les dépasser. Aussi parce que t'as pas la maîtrise sur la totalité de leur passif. Là, Gurney, si ça a marché, c'est parce que, quelque part, c'est très classico-classique ces références, donc très accessible, très universel, et surtout, il essaie de fâcher personne. C'est ni très clivant, ni très contre-culturel comme proposition, donc ni très transformateur, ni très subversif. Même si ça peut être inspirant, juste ça sera inspirant pour plein de gens différents qui projetteront un peu ce qu'ils veulent. Tenez, les dinosaures, encore une fois. Dinotopia, c'est cool parce qu'il y a des dinosaures, on est d'accord. Même si pour nous, ça renvoie un peu à un lore vintage très muséum d'histoire naturelle, figurez-vous que ce délire-là, il est assez récent. Alors, il y a bien eu un engouement au 19e quand les dinosaures ont été découverts, en tout cas identifiés comme tels, ce qui a même donné des événements comme la guerre des os entre deux paléontologues et tout un tas d'enjeux aussi bien scientifiques que nationaux et économiques autour des découvertes de fossiles. Et évidemment, cet engouement, il s'est retrouvé dans la culture populaire. Le principe de Dinotopia, ça renvoie bien sûr au monde perdu de Conan Doyle, où des explorateurs découvrent une vallée perdue dans laquelle des animaux préhistoriques ont survécu. Mais si vous avez vu comment on les représentait à l'époque, c'était quand même des gros monstres un peu moches et pas sympas. Dinosaure, ça veut quand même dire lézard terrible. Je déteste les animaux préhistoriques par tous heures de droite, bordel. En plus mignon, on a un des pionniers du dessin animé, c'est quand même Gertie en 1914. Mais là, ce que Gurney mobilise, c'est pas ça. Pour rappel, on est en 92, et si comme moi vous avez grandi dans ces années-là, vous voyez tout à fait dans quoi ça s'inscrit. C'est vraiment pile dans la dinomania de cette décennie sur laquelle il a tant surfé qu'il y a contribué, peut-être pas autant que, évidemment, Jurassic Park l'année suivante. Surtout pour un public jeunesse, le côté désirable de cette utopie vient en partie des putains de dinosaures. Et la présence de putains de dinosaures rend cette utopie désirable parce que c'est le produit d'une époque où les dinosaures étaient un imaginaire putain de désirable. Oh mon Dieu, c'était déjà ma préférée quand j'étais gosse et je me rends compte maintenant que c'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. Donc, la désirabilité, elle est toujours culturellement située, culturellement datée, elle n'est ni intemporelle ni universelle, et c'est valable pour les imaginaires qu'on va devoir produire nous, aujourd'hui et demain, comme pour les autres plus anciens que Dinotopia mobilise, qui ont l'avantage d'un charme un peu désuet, mais clairement suranné. Mais certains de ces trucs peuvent nous paraître ringards, voire un peu bizarres, alors qu'ils faisaient rêver des gens du 19e, y compris dont on partage un peu le même type de projet de société. Surtout que là, bon, ça va, on parle de passion dinosaure, mais là où ça devient vraiment épineux, c'est pour des enjeux un peu plus concrets que ces imaginaires vont entretenir. Bon, comment dire ? Déjà, ces éléments culturels vintage, ce que ça nous évoque, qu'on le veuille ou non, et même s'ils sont aussi associés à des projets de société humanistes, progressistes ou socialistes, ils portent aussi un aspect nostalgique, anti-moderne, retour en arrière, à la nature, à un bon vieux temps, à un âge d'or mythique, qui peuvent renvoyer très directement à des projets beaucoup plus réactionnaires. Ça paraît contradictoire, mais ça cohabite, surtout dans un univers qui mélange autant de choses. Ce qui le sauve d'une certaine façon, puisque ça le rend pas prisonnier d'un seul héritage. Mais si vous reprenez ces visuels héritiers des expositions universelles, rien qu'à ce que ça dégage, vous captez peut-être comment ça commence à être assez adjacent à des imageries fascisantes. Et c'est pas pour rien, ces mêmes imaginaires ont inspiré, pas que, mais aussi, les régimes fascistes qui ont suivi. Pareil, beaucoup de visuels piochent dans la tradition de la peinture d'enfants, y compris très directement et pour des raisons assez évidentes, celle du peintre Briton Rivière qui a beaucoup représenté des amitiés enfants et animaux. Ok, voilà, et puis on a toute cette esthétique un peu Midsommar là, qui par ailleurs a longtemps été utilisée en fantasy, les elfes de Tolkien pré-Peter Jackson, on était vraiment là-dedans, mais vous voyez ça là, juste ça. Là aussi, vous voyez comment ça peut très vite partir en imagerie suprémaciste blanc, voire nazi pur sucre, vraiment les images d'Épinal mises en avant par le Troisième Reich. Parce que tout simplement, eux aussi, ils s'inspiraient de ce genre de trucs. Et notamment parce que ce que ces salopards essayaient de proposer avec ça, dans leur esprit tordu,
c'était une utopie. Et c'est encore le cas des suprémacistes blancs maintenant. Alors attention, évidemment, mélanger à l'ensemble de Dinotopia, ça fait moins ça, et c'est surtout pas la référence recherchée. Rien que tout bêtement, parce que, regardez, ça décrit une société cosmopolite. Juste, la tradition picturale qu'il utilise pour montrer cette société cosmopolite, elle a aussi dérivé dans cette direction. Du coup, on pourrait débattre de est-ce que c'est plutôt pas mal en fait de mobiliser des imaginaires en les renvoyant au contraire très clairement dans la bonne direction, les disputer, se les approprier. D'autant que ça a toujours été fait en fait. William Morris, il a rien détourné, c'est son imaginaire et c'est lui qui est littéralement considéré comme fondateur. Par contre, comme lorsqu'on veut penser le futur, on ne peut pas faire l'économie de l'étude du passé, lorsqu'on veut penser nos imaginaires désirables, on ne peut pas faire l'économie de l'histoire des précédents, dans leur complexité. Aucun n'est intrinsèquement craignos ou intrinsèquement désirable, tous sont chargés de plein de contradictions qu'il va falloir dépasser. Par exemple, autre truc encore plus criant, je pense que là aussi ça a déjà sauté aux yeux de plein de gens, Dinotopia, comme les imaginaires dans lesquels il va piocher, c'est truffé d'orientalisme. L'orientalisme, c'est un imaginaire oriental stéréotypé qui superpose en fait plein de cultures perçues comme orientales et très à la mode dans ces époques-là. Très à la mode, pourquoi ? Eh ben, le problème c'est que ces imaginaires, du fait de leur contexte de production et de leur histoire, c'est quand même pas mal des imaginaires coloniaux. Et je parle pas que des machins un peu folkish là qui sentent pas bon, non, et c'est là où on peut ni jeter le bébé avec l'eau du bain, ni les renvoyer aux méchants autres, c'est valable, y compris pour le côté utopie 19e et même socialisante. Parce qu'à l'époque, ça se croisait tout ça. Chez Fourier par exemple, c'était totalement sa DA aussi, comme le fait que dans son phalanstère, il y ait des caravansérails, ces grands marchés typiques des cultures du Maghreb, ou même qu'il imagine le centre de la civilisation de l'avenir à Constantinople. Surtout. Souvenez-vous maintenant le fantasme d'aller reconstruire à partir de zéro, dans des terres vierges et libres, à perte de vue. Hein ? On pense évidemment aux Amériques, même Jules Verne, sa cité utopique de Franceville, oui, Franceville, grosse flemme de Jules sur ce coup-là, il l'imagine aux USA. J'espère que je vous apprends rien, mais ces terres vierges et libres à perte de vue, il y avait des gens en fait. Donc on va peut-être pas faire l'économie que peut-être une utopie qui a donné un ça commence sévèrement à ressembler à une dystopie. Et c'est pas cléricain, ça serait trop facile, c'est un problème fondamental avec ce délire. Genre, Émile Solari, le filleul d'Émile Zola, dans La Cité rebâtie, il imagine sa ville utopique dans un lieu vierge et désert, en Algérie, en 1907. Le coup des terres sans peuple, c'est très poétique, super, mais si dans la réalité, ça finit en truc comme ça régulièrement... Et attention, s'il vous plaît, c'est pas une histoire de dire « Ah, mais en fait, Dinotopia, horrible, dog whistle !» Non, déjà, faut doser, parce que Gurney, c'est déjà ça, il tombe pas dans certains des tropes les plus discutables de l'orientalisme, genre l'association de l'Orient à la femme fatale, au sexe, à l'érotisme, à l'imaginaire des drogues, ou encore à la mort, à tout ce qui est macabre ou le poison. Et le but, c'est pas de refaire le match en disant que c'est pas un courant qui a de toute façon infusé plein de choses jusqu'à aujourd'hui. Non, encore une fois, c'est simplement que, comme pour tout ce qu'on a évoqué jusque-là, faut qu'il y ait un droit d'inventaire. Sinon, on n'avance pas et ça sert à rien de réfléchir aux enjeux culturels ou à ce qu'on crée. Vous vous laissez juste porter et puis c'est tout, mais à ce moment-là, pourquoi vous venez sur cette chaîne ? Bon, surtout dans Dinotopia, c'est mobilisé dans le cadre d'un univers qui n'est pas, sur le papier, à proprement parler, colonial. Sur le papier, au contraire, c'est un énorme melting pot, avec carrément tout un tas d'espèces sentientes, presque comme on aurait en space opéra. On l'a dit, tout le monde a les mêmes droits, il y a des systèmes de communication, de loisirs ou même de musique communs, pas un groupe qui l'a imposé aux autres. Il y a même un système de gouvernance qui assure des équilibres de représentation. Tout l'urbanisme est pensé pour être inclusif pour toute la diversité, et il n'y a pas de choses comme des marques de suprémacisme dans les symboles, comme disons l'architecture, qui a l'air d'accorder une certaine importance à célébrer tout le monde. Il n'y a pas de domination, quoi. En soi, on peut se dire que si c'était ce genre de société qui avait fait l'histoire, ça aurait été pas la même tisane, et là, on pourrait parler d'utopie, par rapport au niveau de crime contre l'humanité constant qui s'est déroulé. Mais bref, sur le papier, parce que le problème qui persiste avec cet héritage, même s'il est détourné, ça reste les images, le langage de cette œuvre. Images qui sont aussi sur le papier, oui, je sais, mais vous avez pigé. Tout connement, ok, on nous dit tout le monde est égaux, qu'il n'y a pas de classe. Moi, grave mon délire, mais du coup, l'imagerie fait que c'est dur de se dire que ce gars et ce gars
ce dino et ce dino, il n'y a pas de hiérarchie sociale. Bon, mais admettons. Surtout, il y a de fait une division du travail basée sur des espèces. On comprend bien que c'est les dinos qui font cette tâche-là ou cette tâche-là. On l'a dit, ils remplacent littéralement les machines industrielles, même si c'est en gardant leur statut d'individu. Et attention, hein, ils font tout un tas d'autres tâches aussi, hein, ils sont pas cantonnés à ça. Mais même là, c'est certaines espèces de dinos qui font certaines tâches. Bon, mais admettons. Donc, même si on nous dit qu'ils sont égaux, et qu'on le croit volontiers, ça donne quand même des images où tous ces égaux, il y en a quand même des fois, ils sont dans une position de bête de trait. Pareil, il y a cette idée que les activités fonctionnent souvent en couple humain-dino, typiquement le sport. C'est des duos à égalité, c'est génial. Mais à l'image, dans le duo, il y en a un, c'est la monture de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire, symboliquement ? Ça, par exemple, ils ont un jeu où ils mettent des harnais et il y a leur pote brachiosaure qui les balance dans l'océan. Moi, ça me faisait rêver quand j'étais gamin, ce truc, mais parce que je m'identifiais au point de vue du jeune humain. Il s'éclate vraiment, lui, le brachiosaure, à faire ça. D'accord, on nous dit que oui, mais encore une fois, symboliquement. Bon, maintenant qu'on a dit ça, on peut revenir à la question. Parce que vous me direz, oui, mais là, on parle de dinosaures qui n'existent pas et ça n'a rien à voir avec des histoires d'imaginaire colonial ou je sais pas quoi, vos délires de woke. Les humains, d'ailleurs, ils viennent tous de différentes ethnies et il n'y a pas du tout ce genre de division. Tout à fait. Mais le problème, c'est que la mobilisation de cet imaginaire, de cette imagerie même plutôt, dans ce contexte, ça peut donner ce genre de truc. Oui, on a compris, tous égaux, blablabla, moi j'adhère au projet, je parle juste de ce que ça renvoie, ça, symboliquement. Parce que c'est que de la symbolique, c'est pas un vrai projet de société premier degré, c'est un projet de société imaginaire, et donc un imaginaire de projet de société. En fait, c'est même un problème général qui est particulièrement accentué avec Dinotopia, qui cherche plus à exprimer l'utopie par l'imaginaire que par la pensée d'une véritable société. Faut surtout pas trop creuser, parce que plus t'essaies de le penser concrètement, moins ça marche, même au niveau allégorique. Si tu commences à te dire que les dinosaures là, c'est pas juste des dinosaures, mais à les penser comme ce qu'ils sont, c'est-à-dire les autochtones de l'île, ça ouvre plein de sujets intéressants, mais c'est aussi une boîte de Pandore. Et là surtout la magie, finito. En fait, je dis même pas ça pour parler de Dinotopia lui-même, on s'en fout, en fait, c'est juste que j'ai pas mal poncé ce truc avec toujours un regard nouveau, et ça me permet d'explorer un peu plein de choses. Je dis ça pour illustrer, c'est le cas de le dire, les qualités et les limites de cette idée d'imaginaire désirable qui est hyper discutée. Et du fait qu'on a beau vouloir des utopies, des lieux qui n'existent pas, de pure imagination, libre des contraintes réelles, des conditions de possibilité, du poids de l'histoire, on peut pas pour autant les produire comme un idéal abstrait, libéré de tout ça. La corollaire étant que sa grande force comme sa plus grande limite, c'est justement de pas prendre en compte les contraintes réelles, les conditions de possibilité et le poids de l'histoire. Et c'est pas grave. Vraiment. C'est pas grave si tu attends pas de l'utopie et des imaginaires autre chose que ce qu'ils peuvent. Et surtout pas qu'ils viennent nous sauver comme ça, pouf, en changeant magiquement le cours des choses. Comme si on trouvait le moyen de faire les bons imaginaires, ça ferait envie à tout le monde. Et tout le monde serait d'accord sur ce qui lui fait envie là-dedans, et bam, on gagne la bataille culturelle. Bataille culturelle qui est hyper stratégique, mais même Gramsci, que tout le monde cite tout le temps là-dessus, c'est pas ce qu'il dit. Il dit pas putain les fascistes ont gagné parce qu'on n'a pas écrit les bons romans quoi. Et il dit pas non plus putain on a fait les bons romans mais merde c'est con ils les lisent pas, ça faisait pas assez envie, merde quoi. Ça marche pas comme ça a jamais marché comme ça et ça marchera jamais comme ça. Et vous savez quoi, ce conflit il date pas d'hier et la question de savoir si les utopies c'est utile ou pas, si ça peut changer le monde ou pas, pour permettre l'égalité ou le communisme avec des dinosaures ou je sais pas quoi, ça remonte à loin et c'est un enjeu qui est à l'origine même du marxisme en France. Dans son ouvrage L'utopie collectiviste, le chercheur Marc Angenot décrit précisément ce conflit, tout particulièrement dans la deuxième moitié du 19e siècle, à un moment particulier de l'histoire du socialisme. Le socialisme français et utopique s'est cassé la figure dans l'opinion avec la révolution de 1848 et son échec, puis il a connu une longue période de répression avec l'Empire et la Commune. C'est aussi à cette période que les idées marxistes connaissent un essor en Europe, remplaçant petit à petit le socialisme français tel qu'il pouvait être pratiqué dans la première moitié et les grands rêves utopiques qui vont avec les Fourier et Saint-Simon justement. Et cette querelle, elle porte en partie sur le fait d'imaginer ou de créer des utopies. Pour la faire courte, les Marx, les Engels, mais aussi Lafargue, vous savez Lafargue qui a pourtant écrit le droit à la paresse, qui passe pour un truc utopique, en gros, ils proposent le miroir inverse.
eux, ils se refusent à décrire précisément la société à venir, et au contraire, comment on y parvient en décrivant ce qui se passe maintenant. Eux, ils cherchent au contraire les conditions de possibilité qui feront qu'après, ce sera aux travailleurs, à l'humanité nouvelle, de décider librement. Nous savons que la route que nous suivons est bonne, il faut la suivre. La société de demain, mais aucun de nous n'emporte le plan tout fait dans son cerveau. Ce qu'ils cherchent à décrire, c'est l'action, la transformation. Et ils veulent pas trouver la meilleure société à aller construire ailleurs, ils veulent changer la société elle-même. D'où une querelle entre les différents mouvements socialistes, pas d'accord sur les moyens d'action. Les hommes de pensée et d'action de notre temps ont pour mission d'étudier et de comprendre la marche des événements pour la hâter, et non de rêver des utopies, ainsi que les Philistins le désirent. Alors, il y avait des courants de pensée, héritiers par certains aspects du socialisme utopique français du 19e, qui estimaient au contraire qu'imaginer l'avenir, en faire un tableau utopique ou un roman, c'est utile à l'action. Et c'est même une forme d'action. Genre Jaurès qui tapait des grands discours littéraires et utopiques à l'Assemblée comme en meeting, totalement son délire. On nous presse et on nous dit « Quelle société voulez-vous mettre à la place de la société présente ? Que fera le monde de demain, désiré, annoncé et préparé par vous ?» Je sais bien que parmi les socialistes, plusieurs s'y refusent. Ils disent en effet que le monde nouveau sera un produit de l'histoire. La maison se construit peu à peu. Invisible d'abord. À quoi bon en dessiner d'avance le plan ? D'imagination ? Quand elle sera achevée, c'est en y pénétrant que les hommes la connaîtront. À la bonne heure. Mais toute propagande a pour but de hâter l'évolution des esprits qui sont aussi des forces. Tiens, en parlant de Jaurès, on dit dans l'oreillette que l'Humanité Magazine va sortir un numéro spécial Avenir désirable le 24 décembre, où il se pourrait que je présente 3 textes entièrement originaux, rédigés pour l'occasion par les meilleures plumes des imaginaires français. Qu'est-ce qu'on disait ? Et forcément, écrire des romans, des traités, des imaginaires comme notre bon William Morris avec Nouvelles de nulle part, pensé comme une continuité de son engagement militant, c'est sûr que c'est privilégié par des gens un peu privilégiés quoi, qui allaient pas faire des grèves, des révolutions bien vénères, et encore moins des actions violentes comme la question se posait à l'époque. Dinotopia et ce bon petit père Gurney qui refuse les positions politiques, c'est un peu le bout de ça. Pour autant, est-ce que les utopies ça sert à rien ? Sans parler qu'il faudrait que les œuvres servent à quelque chose qui est un rapport utilitariste assez contestable en soi. Par exemple, Dinotopia, depuis tout petit, c'est une de mes utopies. C'est une prémisse totalement absurde et niaise et puérile, mais ça a pu faire imaginer que, je sais pas, pourquoi pas une société sans argent, sans classe, sans guerre et sans état policier, avec beaucoup plus de collectifs, où le travail est émancipé, organisé différemment, à chacun selon ses besoins, de chacun selon ses moyens, qu'on soit un diplodocus, un intello, un reptile volant, un grand costaud aux mains d'or, ou un protocératops passionné de linguistique. Une société égalitaire, quelle que soit l'altérité. Attendez, si j'arrive à croire, par un exercice de pensée, à une société organisée autour de principes de base qui lui permettent de fonctionner alors que certains de mes concitoyens font 800 kilos et jouent du tut-tut avec leur crête, je peux peut-être faire l'effort d'imaginer une société égalitaire désirable avec mes frères en humanité qui sont nettement moins différents de moi. Un imaginaire désirable, c'est pas un projet de société. Et c'est pas avec cet outil qu'on va changer le monde. En revanche, pour aller dehors changer le monde, toutes et tous ensemble, c'est important qu'on ait des imaginaires et des désirs communs. Et au fond, les utopies, ça sert surtout à ça. C'est clair que la société manque pas d'imaginaire et cruellement d'action. Mais est-ce que justement, c'est pas l'action qui manque d'imaginaire pour l'accompagner ? Et dans ce cas, est-ce que ce dont on n'aurait pas besoin, c'est des imaginaires de transformation ? Nous ne sommes pas des utopistes. N'oubliez pas que l'utopie est la réalité de demain. Alors après, ça restera quand même toujours mieux avec des dinosaures, ça changera pas. Merci d'avoir suivi cette vidéo et rappelez-vous bien quel est le travail d'une équipe et que ce travail a été rendu possible par les contributions de nos soutiens sur Tipeee et Ulule. Alors si elle vous a plu, vous pouvez contribuer vous aussi grâce au lien en description, mais vous pouvez aussi le faire en offrant quelques abonnements de notre partenaire Métal Hurlant, là aussi grâce au lien en description, à vos proches pour les fêtes ou à vous-même parce que après tout, vous avez bien le droit de vous faire un petit cadeau. Joyeuses fêtes, bonne année et la prochaine on essaye de faire un monde un peu moins pourri, hein ? La barre est pas très haute de toute façon.